Gadel 24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, cessez-le-feu irano-américain. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à Saint-Pétersbourg pour discuter de la désescalade régionale. Vladimir Poutine lui réaffirme l'engagement de Moscou à œuvrer activement pour le rétablissement de la paix. Sécurité au Sahel, le chef de la diplomatie algérienne réaffirme l'attachement indéfectible de l'Algérie à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali. Ahmed Attaf souligne le soutien stratégique d'Alger aux institutions pour relever les défis sécuritaires actuels. Et alors que le conflit au Soudan a fait des millions de déplacés, certains ont décidé de rester. Nous parlerons dans cette édition du docteur Taïb, un chirurgien qui a tout donné pour sauver le dernier rempart médical d'Omdurman. Et puis dégradation des relations entre Moscou et Berlin. La Russie convoque l'ambassadeur d'Allemagne pour protester contre la rencontre à Kiev entre le député Roderick Kisveter et Ahmed Zakayev, chef du dit gouvernement tchétchène en exil non reconnu par l'ONU. Et puis nous irons faire un tour au Festival international du film méditerranéen de Annaba pour vous faire découvrir Ombre bédouine, un film au cœur de la mémoire et de l'identité sahraoui. Bonsoir à toutes et à tous, on entame cette édition avec les récents développements dans la bande de Gaza. Comme à l'accoutumée, le bilan humanitaire dans le nord de l'enclave s'est alourdi ce lundi après une frappe à Beit Lahia coûtant la vie à un adolescent de 15 ans et blessant un homme. Selon les autorités sanitaires locales, les pertes civiles demeurent critiques malgré le cessez-le-feu instauré le 10 octobre dernier. Depuis cette date, 817 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 2290 ont été blessés. Utiliser les décombres et les débris pour refaire le revêtement des routes et rues détruites, tel est le gros chantier dans lequel se sont engagés les habitants de Khan Younes avec l'appui du PNUD. Les Gazaouis espèrent que ce projet marquera une première étape vers la réhabilitation de l'enclave palestinienne dévastée par plus de 2 ans de génocide. Sohila Kilal. À Khan Younes, les bulldozers sont à l'œuvre. Les millions de tonnes de décombres cumulés depuis le 7 octobre 2023 envahissent l'enclave et obstruent tous les passages et les axes principaux et secondaires. Un déblayage salutaire pour les Gazaouis qui pourront enfin envisager un après-génocide, celui de la reconstruction et de la remise en état des infrastructures vitales. In Gaza, we are dealing with an unprecedented volume of rubble. À Gaza, nous sommes confrontés à un volume de décombres sans précédent. On parle de 61 millions de tonnes. C'est une priorité humanitaire car les débris bloquent l'acheminement de l'aide humanitaire. La guerre est finie, mais une nouvelle guerre commence, celle de la reconstruction, du déblaiement des décombres et de la remise en état des infrastructures. Sous un soleil de plomb, des ouvriers palestiniens trient les matériaux et les déchets solides avant que les bulldozers n'acheminent les débris jusqu'au concasseur. Un travail pénible et nécessaire qui a pu être entamé grâce aux efforts du Programme des Nations Unies pour le développement, qui compte participer à la réhabilitation des routes et à leur pavage en réutilisant les décombres et débris. D'ailleurs, les premiers résultats se font déjà ressentir chez certains Palestiniens qui ont pu accéder pour la première fois depuis plus de 2 ans à leurs terres. Nous avons collecté 287 000 tonnes, puis procédé au tri et au concassage avant la réutilisation, notamment pour la réhabilitation des routes et le pavage de zones destinées à des abris et à des cuisines communautaires. Nous remercions le PNUD pour avoir déblayé les décombres des maisons et réparé un peu les routes afin que nous puissions de nouveau rentrer chez nous. Avant, c'était impossible.
Déblayer plus de 60 millions de décombres et de débris dans une enclave sous blocus est un gros défi. Une mission titanesque que les Palestiniens affrontent à la sueur de leur front, mais également au péril de leur vie, car jamais à l'abri d'une balle perdue ou d'un obus non explosé. Peu importe, pour les Razaouis, la priorité est désormais la remise en état de leur territoire. Leur rêve, retrouver l'électricité, l'eau courante, l'assainissement, des maisons, des écoles et des rues vivantes. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation sionistes ont intensifié leurs opérations ces dernières 24 heures, procédant à l'arrestation d'une trentaine de Palestiniens. Le camp de Qalandia a été particulièrement ciblé. Les raids étendus de Beit Laham à Tulkaram ont également visé des mineurs et des proches de prisonniers à des fins de pression. Parallèlement, l'installation de nombreux barrages et blocs de béton à Al-Khalil et Ramallah paralyse la circulation, durcissant les restrictions de mouvement pour la population civile. Le Liban, toujours sous le feu des bombardements sionistes. Selon l'Agence nationale libanaise d'information, un nouveau raid aérien au sud du pays a fait un martyr et 3 blessés dimanche soir. Parallèlement, des opérations de démolition ont ciblé les infrastructures entre Yaroun et Bin Jubail, tandis que les recherches de disparus se poursuivent. Ces attaques intensifient l'exode des populations vers Saïda, provoquant des saturations routières majeures. Et dans ce contexte d'escalade, le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a réitéré son opposition formelle à tout dialogue direct entre le Liban et l'entité sioniste, qualifiant une telle démarche de faute majeure susceptible de déstabiliser durablement le pays. Guerre au Moyen-Orient. Lors d'un sommet stratégique à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a reçu ce lundi le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi pour discuter de la désescalade régionale. Le dirigeant russe a réaffirmé l'engagement de Moscou à œuvrer activement pour le rétablissement de la paix, qualifiant la stabilité de l'Iran de priorité géopolitique. Cet échange intervient alors que Araghchi promeut une issue diplomatique incluant la réouverture du détroit d'Ormuz. En consolidant ce front commun, la Russie se positionne donc comme un médiateur clé face aux tensions internationales croissantes. La Russie qui vient donc réaffirmer son partenariat stratégique avec l'Iran tout en saluant la résilience de son peuple face aux épreuves. Le président Vladimir Poutine a réitéré l'engagement de Moscou à œuvrer pour la paix régionale tout en soutenant la souveraineté et l'indépendance de Téhéran. Je vous prie de bien vouloir me transmettre mes plus sincères remerciements et de confirmer que la Russie, tout comme l'Iran, entend poursuivre nos relations stratégiques. Nous constatons avec quel courage et héroïsme le peuple iranien lutte pour son indépendance et sa souveraineté. Bien sûr, nous espérons vivement que, fort de ce courage et de cette volonté d'indépendance, le peuple iranien, sous la direction d'un nouveau leader, surmontera cette période difficile et que la paix s'ensuivra. De notre côté, nous ferons tout ce qui est dans votre intérêt, dans l'intérêt de toutes les nations de la région, afin que la paix soit instaurée au plus vite. Vous connaissez très bien notre position. Moscou et Téhéran scellent un partenariat stratégique global, renforçant ainsi leur coopération militaire et économique pour contrer les sanctions occidentales. Cette alliance historique formalise un soutien mutuel indéfectible face aux crises régionales et internationales. On m'a demandé lors de cette visite de confirmer que les relations russo-iraniennes demeurent un partenariat stratégique au plus haut niveau. C'est dans cette voie que nous avancerons. Il a été prouvé que l'Iran a des amis et des alliés comme la Russie qui le soutiennent dans les moments difficiles. Nous vous remercions de votre ferme soutien à l'Iran. Et puis Pékin a exhorté Washington à lever les sanctions contre Engli Petrochemical, qualifiant d'abusives les accusations américaines concernant l'importation de pétrole iranien.
Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian, dénonce des mesures unilatérales contraires au droit international, tandis que le raffineur dément tout lien avec Téhéran. Pour sa part, Engli assure la continuité de ses activités grâce à 3 mois de stock stratégique. La Chine s'oppose systématiquement aux sanctions unilatérales illégales qui sont dépourvues de fondement en droit international et exhorte les États-Unis à cesser leurs pratiques abusives de recours aux sanctions et à la juridiction extraterritoriale. La Chine défendra fermement les droits et intérêts légitimes de ses entreprises. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a jugé ce lundi qu'un retrait des sanctions visant l'Iran demeurait prématuré. S'exprimant à Berlin devant les instances de la CDU et de la CSU, elle a précisé que ces mesures restrictives répondaient à la répression intérieure iranienne. Elle a enfin subordonné toute perspective de normalisation diplomatique à l'amorce préalable d'un changement politique structurel et profond en Iran. In view of Iran, your question, we think the dropping of sanctions would be too early. Concernant l'Iran, nous estimons qu'une levée des sanctions serait prématurée. Ces sanctions sont imposées à l'Iran pour une raison bien précise, son comportement envers sa population. Rien qu'en ce début d'année, 17 000 jeunes ont été tués par le régime. La répression des droits humains et notamment des droits des femmes en Iran ainsi que de nombreux autres problèmes ont justifié ces sanctions. Il est indispensable d'observer un changement fondamental en Iran avant d'envisager une levée des sanctions. C'est pourquoi nous pensons qu'il est trop tôt pour y parvenir. En parallèle, le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé ce lundi ses préoccupations quant à l'absence de stratégie de sortie américaine face à l'Iran, soulignant qu'une nation entière subit l'humiliation de ses dirigeants, notamment des gardiens de la révolution. Lors d'un échange avec des étudiants à Marsberg, Merz a salué la grande habileté diplomatique de Téhéran, dont la résilience dépasse selon lui les estimations, tout en plaidant pour une résolution urgente du conflit afin de protéger l'économie allemande. Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Les Américains n'ont manifestement aucune stratégie. Et le problème avec ce genre de conflit, c'est qu'il ne suffit pas d'entrer, mais il faut se retirer. Nous l'avons constaté à nos dépens en Afghanistan pendant 20 ans, nous l'avons vu en Irak. Donc, comme je l'ai dit, toute cette affaire est pour le moins mal avisée. Pour l'instant, je ne vois pas quelle stratégie de sortie les Américains envisagent, d'autant plus que les Iraniens négocient manifestement avec une grande habileté, laissant les Américains se rendre à Islamabad pour ensuite repartir sans aucun résultat. Une nation entière est humiliée par les dirigeants iraniens, notamment par le biais des gardiens de la révolution islamique. Durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. Pour le chancelier allemand, l'Europe propose un déminage technique pour sécuriser le détroit, mais l'opération reste impossible sans cessez-le-feu et que l'impasse persiste face à une puissance iranienne sous-estimée qui défend ses intérêts et l'absence de stratégie diplomatique américaine efficace. Wir haben angeboten, auch als Europäer, Nous avons proposé, en tant qu'Européens, après la fin des négociations, d'aider à la rouverture du détroit d'Ormuz. Nous avons proposé d'envoyer des dragueurs de mines allemands pour déminer le passage, car il a manifestement été au moins partiellement miné. Nous pouvons apporter notre aide, mais il faut d'abord que les combats cessent. Or, pour l'instant, je ne vois pas comment cela pourrait se réaliser prochainement, car les Iraniens sont manifestement plus forts qu'on ne le pensait, et les Américains ne semblent pas avoir de stratégie de négociation convaincante. Je suis désolée de devoir le dire, mais la situation est actuellement très délicate. Es ist im Augenblick eine ziemlich vertragte Lage. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a alerté le syndicat des travailleurs de l'atelier et de la distribution sur l'impact durable des tensions avec l'Iran sur le coût de la vie et le prix du carburant. Tirant les leçons du conflit irakien, Keir Starmer a exclu tout engagement militaire contraire aux intérêts nationaux. Face à l'instabilité, une réunion d'urgence Cobra se tiendra ce mardi avec la Banque d'Angleterre pour coordonner la réponse. Je vous propose de l'écouter.
Je ne laisserai jamais ce pays être entraîné dans une guerre qui ne sert pas nos intérêts. Jamais. C'est une leçon que la politique britannique aurait dû tirer depuis longtemps avec l'Irak. Messieurs les délégués, je dois être franc avec vous au sujet de l'Iran, car la vérité est que les conséquences économiques pourraient se faire sentir pendant un certain temps. Vous pouvez le constater à chaque station-service du pays. Je vais répéter ce que je viens de dire, car c'est important. En avril, grâce aux décisions prises lors du dernier budget, vos factures de gaz ont baissé et elles resteront jusqu'en juillet, quoi qu'il arrive en Iran. Ainsi, messieurs les délégués, par exemple, demain je préside une réunion. Cobra a évoqué l'impact de l'intervention de personnes de la Banque d'Angleterre. Vous pouvez donc être assurés que nous soutiendrons les travailleurs face à cette crise. On en parlait en titre lors d'une intervention ce lundi. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a réaffirmé l'attachement indéfectible de l'Algérie à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali. Condamnant avec fermeté le terrorisme, le ministre d'État a souligné le soutien stratégique d'Alger aux institutions pour relever les défis sécuritaires actuels. Le ministre a érigé la préservation de l'intégrité territoriale malienne en priorité absolue de la diplomatie algérienne. Une déclaration qui confirme la volonté de l'Algérie d'œuvrer pour une résolution politique durable, inclusive et exempte d'ingérence, garantissant ainsi la stabilité pérenne de la région sahélienne. Selon Ahmed Attaf, l'Algérie prône une solution politique préservant l'unité et l'intégrité territoriale du Mali tout en s'opposant fermement aux interventions étrangères dans la région. On écoute. De ce même point de vue, je m'arrête ici sur les développements graves dans l'espace sahélien, particulièrement au Mali, pour réaffirmer la position claire et constante de l'Algérie. La position de l'Algérie qui soutient d'abord l'unité du Mali, tant dans son intégrité territoriale que pour son peuple et ses institutions. L'Algérie rejette par conséquent tout terrorisme, tirant leçon de son expérience et préconisant la cohésion nationale malienne comme unique rempart efficace contre ce fléau. La position de l'Algérie rejette catégoriquement toute forme de terrorisme injustifiable, quelles qu'en soient les causes. Une conviction forgée par sa propre expérience amère. La position de l'Algérie qui appelle enfin au renforcement de la cohésion nationale au Mali frère, seul rempart efficace et bouclier fiable pour éradiquer ce fléau avec toute l'efficience requise. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce lundi une réunion de travail consacrée au secteur du commerce, à la protection de la production nationale et à la régulation des importations. Cette séance a notamment porté sur la lutte contre le phénomène de réexportation de produits initialement importés. Au cours de cette réunion, il a également été décidé de la création d'une carte de l'importateur et de l'exportateur qui regroupera l'ensemble des données relatives à son détenteur. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs reçu ce lundi l'ambassadeur de la République d'Italie en Algérie, Alberto Coutillo, qui lui a rendu une visite d'adieu. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Le président Tebboune qui a par ailleurs exprimé ce lundi sa fierté du niveau atteint par le sport en Algérie grâce aux résultats obtenus récemment par les athlètes algériens lors des différents championnats mondiaux, africains et autres compétitions internationales. On parle là de 122 médailles, dont 46 en or, décrochées lors des championnats mondiaux et africains et d'une compétition internationale en un seul mois. Un exploit historique, fruit d'efforts colossaux, écrit le président de la République dans un message publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.
Au Maroc, des associations marocaines ont dénoncé la confiscation massive de terres ancestrales dans la région de Sousse au profit d'intérêts privés et d'investisseurs. Lors de manifestations à Rabat, elles ont fustigé un plan de déplacement forcé, privant les populations de leurs moyens de subsistance traditionnels. Cette situation souligne les dérives de la gestion de terres collectives où des millions d'hectares seraient détournés par des mécanismes administratifs. Ce conflit illustre la tension majeure entre les politiques domaniales de l'État et les droits fonciers des communautés locales. Au Soudan, le maintien en activité d'hôpitaux en première ligne, tels que l'hôpital Al-Nao à Omdurman ou des structures au Darfour, ont été rendus possibles grâce à la détermination des chirurgiens locaux. De petites équipes médicales qui travaillent sans relâche malgré le siège, les bombardements et la pénurie drastique de ressources. Des figures comme le docteur Jamal Taïb ont choisi de rester pour soigner les Soudanais dans un pays meurtri par la guerre depuis 2023. À Madame Zenzitoune. Ici, c'est l'hôpital Al-Nao, l'hôpital soudanais en première ligne de guerre situé à Omdurman. Al-Nao a été touché à 4 reprises depuis avril 2023. Pourtant, le personnel médical a continué à travailler. Un engagement exceptionnel de l'équipe médicale des Nao. À leur tête, le docteur Jamal Taïb, une figure clé de la résilience médicale. Pendant 3 ans, docteur Taïb a dû faire des choix déchirants. Qui devait vivre? Qui risquait de mourir? Devait-il opérer sans les médicaments nécessaires si cela pouvait sauver une vie? Comment trouvait-il le carburant pour alimenter l'hôpital? Il était seul aux commandes, pendant que la plupart des employés avaient fui. Il a maintenu l'établissement en activité malgré toutes les contraintes. Nous avons été touchés 4 fois directement à l'hôpital et de nombreuses fois aux alentours, mais nous continuons à travailler et à sauver des vies, soldats et civils, absolument tout le monde. Car il n'y a pas d'autre hôpital où ils puissent se rendre. On y trouvait un enfant sans jambes, une femme sans bras, un autre enfant mort à côté de ses frères. C'était très difficile de rester à l'écart parce qu'on possède des compétences qui permettent d'aider ces personnes. Alors on ne peut pas s'en éloigner et dire que ça ne nous regarde pas. Près de 40% des hôpitaux du Soudan sont hors service et Al-Nao demeure l'un des rares centres de santé opérationnels de la région. Les hôpitaux plus durement touchés qu'Al-Nao sont en ruine, à l'exemple de l'hôpital Shab situé à l'autre bout de la ville. L'hôpital a subi de lourds dégâts car il était situé près du centre de commandement général et servait de point de ralliement pour les milices. D'après les dernières informations, les derniers combats ont eu lieu ici dans cet hôpital. Il y a donc des dégâts et certains bâtiments sont complètement hors service. Nous étions déjà touchés et maintenant les dégâts sont 2 fois plus importants. Espérons que cela cesse et que les gens puissent rentrer chez eux. Une situation sanitaire critique marquée par l'effondrement quasi total d'un système de santé déjà fragile après 3 ans de guerre. Le Soudan fait face à l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. Conflit russo-ukrainien, on en parlait tout à l'heure en titre. La Russie a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne pour protester contre la rencontre à Kiev entre le député Rodrik Kisveter et Ahmed Zakayev, autoproclamé chef du gouvernement tchétchène en exil. Moscou qualifie ce dernier de terroriste et dénonce une ingérence hostile dans ses affaires intérieures. Cet incident illustre la dégradation des rapports entre Berlin et le Kremlin, alors que l'Ukraine reconnaît officiellement l'Ichkérie comme territoire occupé. À noter que la Russie désigne Ichkeria comme une organisation terroriste et considère comme illégales toutes les structures ou tous les représentants qui y sont liés. Direction maintenant la 6e édition du Festival international du film méditerranéen de Annaba pour parler d'Ombre bédouine d'Ami Imanichi, un film qui explore l'intimité du peuple sahraoui à travers le retour difficile de Mariam sur sa terre occupée. Une œuvre sobre, délaissant les clichés politiques pour offrir une dimension universelle au thème de l'exil et de l'identité. Flahley y était sur place.
Au Festival du film méditerranéen de Annaba, les films proposés plongent le public au cœur des réalités humaines. Parmi eux, Ambre Bédouine, réalisé par la cinéaste nippo-américaine Amy Emanishi. Inspiré du quotidien du peuple sahraoui, le film délaisse les clichés politiques pour raconter une histoire intime. Celle de Myriam, contrainte de revenir de l'Espagne vers sa terre occupée où elle affronte une réalité difficile. Porté par une équipe artistique internationale, le film offre une dimension universelle qui dépasse les frontières. Cette réalité quotidienne est vécue par les Sahraouis à travers des formes de pression et de violence systématiques. Dans ce contexte, certains estiment qu'il s'agit d'une volonté d'imposer un rapport de force et une politique du fait accompli en mobilisant différents leviers, qui soient culturels, des leviers sociaux ou politiques, afin d'influencer la population sahraoui. En compétition officielle, Ambre Bédouine a suscité l'intérêt du public, notamment les thèmes sensibles qu'il aborde. C'est un message fort dans un contexte où la cause sahraoui fait face aujourd'hui à toute forme de pression. Le film rappelle l'importance de continuer à faire vivre la voix de ce peuple, à exprimer son identité et ses spécificités, loin de toute assimilation ou confusion avec d'autres cadres politiques. Le premier point, c'est cette affirmation de l'identité sahraoui et sa singularité. Le second que l'on découvre à travers le film, c'est la richesse de cette culture et ce patrimoine qui témoigne d'un peuple structuré, cohérent avec ses propres codes et son originalité. Un film sobre et profond qui rappelle que derrière chaque conflit, il y a des vies, des familles et une quête d'identité toujours en cours. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous.